Depuis de nombreuses années, lorsqu'on évoque le nom de Julian Lennon, les gens pensent souvent à la célébrité, au succès, à la richesse et au talent musical que tout le monde ne peut pas atteindre. Cependant, peu de gens savent que derrière cette apparence tape à l'œil, Julian a également dû faire face à un côté obscur peu connu, de la famille, de sa vie personnelle ou de ses difficultés professionnelles. Explorons ces aspects. Lorsque Julian Lennon monte sur scène, il est une force avec laquelle il faut compter, débordant d'énergie et de charisme. Pourtant, son enfance est loin de ressembler à l'image heureuse que l'on peut s'en faire. À quoi ressemblait son éducation? L'enfance de Julian peut être qualifiée de traumatisante, notamment en raison des relations tendues qu'il entretient avec son père absent. Mais que s'est-il passé dans sa vie? Si vous êtes curieux, venez découvrir avec nous l'histoire de Julian Lennon, faite de tragédie, de perte et d'amour. Son père, John Lennon, était un musicien légendaire qui a apporté une contribution considérable à la musique et à la culture populaire. Avec Paul McCartney, John Lennon a formé l'un des duos d'auteurs-compositeurs les plus importants et les plus emblématiques de l'histoire de la musique. En tant que membre éminent des Beatles, Lennon était non seulement un chanteur talentueux, mais aussi une source d'inspiration pour des millions de fans dans le monde entier. Il était une icône musicale, aimé non seulement par ceux qui ont suivi sa carrière, mais aussi par ses coéquipiers. Cependant, lorsqu'il s'agit de son rôle de père, les éloges manquent cruellement. John Lennon, bien qu'il ait été un grand artiste, ne présentait pas les meilleures qualités d'un père. En effet, le chanteur légendaire que nous admirons n'était pas le père idéal. Bien que cela puisse paraître dur, c'est ce que son fils a publiquement admis à propos de leur relation. Comment s'est déroulée l'histoire entre John Lennon et son fils? Explorons cette histoire et découvrons les conflits qui ont marqué leur relation. John Winston Lennon, né le 9 octobre 1940 à Liverpool, est le fils unique de Julia et Alfred Lennon. Alfred est un marin d'origine irlandaise qui est souvent absent de la vie familiale. Malgré cela, il envoie à sa femme et à ses enfants des chèques de paie qui les aident à vivre à Newcastle Road, Liverpool, où Lennon habite avec sa mère. Cependant, les chèques cessent d'arriver lorsqu'Alfred s'absente sans excuse en février 1944, marquant ainsi une longue séparation entre le père et le fils. Lorsqu'Alfred Lennon est finalement rentré chez lui après une absence de 6 mois, il a proposé de s'occuper de la famille, mais Julia, qui était enceinte de l'enfant de son nouveau partenaire, a décliné l'offre. Pendant la majeure partie de son enfance et de son adolescence, John Lennon a vécu avec la sœur de sa mère, Mimi, dans la maison des Mendip, sur Menlove Avenue, à Woolton. Mimi et son mari, George Toogood Smith, n'avaient pas d'enfants, et c'est à elle que fut confiée la garde de Lennon. La mère de John, Julia, lui rendait régulièrement visite, et Lennon lui rendait aussi occasionnellement visite à Blomfield Road, à Liverpool. Ces rencontres sont importantes, car Julia lui fait écouter des disques d'Elvis Presley, lui apprend à jouer du banjo et lui montre comment jouer Ain't That a Shame de Fats Domino. Plus tard, Lennon reviendra sur ces années, en particulier sur ses relations avec sa famille et sur son caractère rebelle. En septembre 1908, il admet « Une partie de moi veut être acceptée. Ne pas être ce poète-auteur-compositeur fou et bruyant. Mais je ne peux pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. » Lennon a également raconté que, dès son plus jeune âge, ses parents l'avaient averti qu'il était un « fauteur de troubles » en raison de sa nature anticonformiste. Il a dit un jour qu'il avait détruit les familles de ses amis, en partie parce qu'il était jaloux de ce qu'ils avaient, alors que lui n'avait pas de famille complète. Il a qualifié les femmes de sa famille de 5 femmes fortes, intelligentes et belles, et sa mère en faisait partie, malgré son incapacité à faire face aux difficultés de la vie. Lennon a loué ces femmes pour lui avoir donné une éducation féministe forte, qu'il considérait comme une leçon importante de sa famille. Le sentiment d'être privé de l'affection familiale a eu un effet profond sur la personnalité de Lennon, qui a admis que, dès son plus jeune âge, il n'avait aucune idée d'une famille typique. Au lieu de cela, il s'est construit sa propre famille, une famille de femmes fortes qui l'ont nourri et éduqué. Lennon a grandi dans une famille anglicane et a fréquenté l'école primaire de Dovedale.
Après avoir réussi son examen de fin d'études, il entre à la Quarry Bank High School de Liverpool en septembre 1952. Lennon y est décrit comme un garçon joyeux, plein d'humour, facile à vivre et énergique, mais il est également impliqué dans des bagarres, intimide ses camarades et perturbe la classe. Malgré cela, Lennon se distingue rapidement comme le clown de la classe, dessinant même des caricatures humoristiques pour le magazine maison de l'école, The Daily Howl. En 1956, sa mère, Julia, achète à John sa première guitare. Il s'agissait d'une guitare acoustique Galitone Champion bon marché, et Julia lui a prêté 5 livres et 10 shillings pour l'acheter. Cependant, elle demande que la guitare soit livrée chez elle plutôt que chez sa sœur Mimi, car cette dernière ne soutient pas la passion de John pour la musique. Mimi ne croit pas que John puisse devenir célèbre grâce à la musique. Elle lui disait souvent que même si la guitare était géniale, il ne pourrait pas en vivre. Au cours de ses dernières années d'études, le comportement de Lennon changea radicalement. Les enseignants lui font remarquer qu'il a des ambitions mal placées et que son énergie est souvent mal orientée. Ils estiment que son travail manque de sérieux et d'effort et qu'il s'éloigne souvent de ses études au lieu de tirer le meilleur parti de ses capacités. Cette attitude a fini par provoquer des tensions dans la relation entre Lennon et Mimi. Non seulement il échoue aux examens du baccalauréat, mais il faut l'intervention de Mimi et du directeur de l'école pour qu'il soit admis au Liverpool College of Art. Là, Lennon commence à afficher un sens de la mode de Teddy Boy, et son comportement rebelle a failli lui valoir d'être renvoyé. Selon Cynthia Powell, camarade de classe et future épouse de Lennon, il a été renvoyé de l'école avant d'avoir terminé sa dernière année. Mais qui aurait pu penser que ses rêves n'étaient qu'une question de temps? John a rapidement pris son destin en main et a créé un groupe emblématique, le début d'un héritage. À l'âge de 15 ans, John Lennon forme un groupe de skiffle appelé The Quarrymen, inspiré par le nom du lycée de Quarry Bank. Le groupe est formé en septembre 1956 et, dès l'été 1957, il interprète un mélange de chansons, moitié skiffle, moitié rock'n'roll. Ce sont les premières années de la carrière musicale de Lennon, lorsqu'il découvre et exprime sa passion pour la musique. Lennon a rencontré Paul McCartney pour la première fois lors d'un concert des Quarrymen, et Lennon a ensuite invité McCartney à rejoindre le groupe. McCartney a révélé que la tante de John, Mimi, était très préoccupée par les amis de Lennon, en particulier ceux issus de la classe inférieure, et qu'elle essayait souvent d'intervenir lorsque Lennon invitait des amis chez lui. Cependant, le père de McCartney n'était pas non plus favorable à cette relation, pensant que Lennon causerait des ennuis à son fils. Le père de McCartney autorise néanmoins le groupe à répéter dans le salon familial, ce qui permet à Lennon d'écrire sa première chanson, Hello Little Girl, qui devient un énorme succès au Royaume-Uni en 1963. McCartney, fort de ses connaissances musicales, présente son ami George Harrison au groupe en tant que guitariste principal. Cependant, Lennon pense d'abord que Harrison, qui n'a alors que 14 ans, est trop jeune pour rejoindre le groupe. McCartney organise cependant une audition spéciale sur le pont supérieur d'un bus de Liverpool, où Harrison interprète Raunchy pour Lennon et est immédiatement invité à rejoindre les Quarrymen. En outre, Stuart Sutcliffe, un autre ami de Lennon à l'école d'art, rejoint le groupe en tant que bassiste. Le groupe s'est finalement transformé en The Beatles, devient leur manager, contribuant ainsi à façonner leur carrière et à en faire l'un des plus grands groupes de tous les temps. Brian Epstein, bien que n'ayant aucune expérience dans la gestion d'artistes, a eu une influence profonde sur l'image et le style des Beatles. Il a été le premier à aider le groupe à établir un code vestimentaire et un comportement sur scène uniforme, ce qui a grandement contribué à l'image professionnelle du groupe. Après que Stuart Sutcliffe a décidé de rester à Hambourg, Paul McCartney est passé à la basse et Pete Best a été remplacé par Ringo Starr à la batterie. C'est la formation officielle des Beatles, composée de 4 musiciens, qui accompagnera le groupe jusqu'à sa séparation en 1970. Le premier single des Beatles, Love Me Do, sort en octobre 1962 et atteint la 17e place des charts britanniques. Le groupe enregistre ensuite son premier album, Please Please Me, le 11 février 1963. L'album est terminé en un peu moins de 10 heures,
alors que Lennon souffre d'un rhume sévère, ce qui se ressent dans sa voix, en particulier sur Twist and Shout, la dernière chanson enregistrée ce jour-là. Sur cet album, Lennon et McCartney ont collaboré à 8 des 14 chansons. Bien que leurs chansons soient remarquables pour leur créativité et leur caractère mémorable, Lennon a déclaré un jour qu'à quelques exceptions près, il n'avait jamais essayé d'inclure des jeux de mots ou des messages profonds dans les paroles. Selon Lennon, ils ont simplement écrit des chansons pop sans intention d'être trop compliquées, principalement pour créer un son agréable, tandis que le contenu des paroles n'était généralement pas trop important. Lors d'une interview en Pied 27, McCartney a rappelé que les autres membres du groupe admiraient Lennon et l'appelaient leur « petit Elvis ». McCartney a déclaré que Lennon n'était pas seulement le plus âgé des deux, mais aussi le leader du groupe, le plus intelligent et le plus vif d'esprit, celui que tous les membres respectaient. Au début de l'année 1963, les Beatles connaissent un grand succès au Royaume-Uni et, au cours de cette tournée, Lennon connaît une autre grande joie. En avril 1963, son premier fils, Julian, naît. Lennon rencontre son fils 3 jours plus tard, ce qui marque une étape importante dans sa vie en dehors de sa carrière musicale. Lennon s'est moqué de la foule alors qu'il se produisait au Royal Variety Show, auquel assistaient la reine-mère et d'autres membres de la famille royale britannique. J'aimerais vous demander votre aide pour notre prochaine chanson. Si vous êtes dans l'un des sièges les plus abordables, veuillez frapper des mains. Pour les autres, si vous voulez bien faire teinter vos bijoux, vous pouvez faire de même. Après une année de succès incroyable, qui leur a valu l'étiquette de Beatlemania au Royaume-Uni, le groupe a fait ses débuts historiques aux États-Unis lors de l'émission The Ed Sullivan Show en février 1964. Cette prestation marque le début de leur ascension sur la scène internationale. Ensuite, pendant 2 ans, Lennon n'a cessé de voyager, de tourner des films et de composer des chansons. Pendant cette période, il écrit également 2 livres sous son nom et travaille à l'écriture d'un livre sur l'Espagne. Lorsque les Beatles ont été honorés du titre de membre de l'Ordre de l'Empire britannique, MBE, lors de l'anniversaire de la reine en 1965, ils ont reçu la reconnaissance de l'establishment britannique. En mars de cette année-là, Harrison et lui sont involontairement exposés au LSD par un dentiste qui organise un dîner pour les 2 artistes et leurs épouses. Le dentiste a ajouté la substance au café qui a été distribué aux participants à la fête. Lorsqu'ils furent prêts à partir, leur hôte leur révéla ce qu'ils avaient consommé et leur recommanda vivement de ne pas quitter la maison en raison des effets qui devaient s'ensuivre. L'avertissement était bien formulé puisque plus tard, lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'ascenseur d'une boîte de nuit, ils ont tous cru que la maison était en feu. Lors d'une interview accordée en mars 1996 à Maureen Cleave, journaliste au Evening Standard, John Lennon a déclaré que le christianisme serait éradiqué. C'est 5 mois plus tard qu'un magazine américain a cité cette déclaration, qui a suscité une vive émotion aux États-Unis, même si elle a été largement ignorée en Angleterre. Suite aux ramifications de ces commentaires, qui comprenaient de la destruction d'albums des Beatles, des activités du Ku Klux Klan et des menaces à l'encontre de John Lennon, le groupe a finalement décidé de se dissoudre et d'arrêter les tournées à la suite de ces événements. Le groupe s'est finalement dissous, même s'il a continué à interagir avec les autres. La question est de savoir ce qu'il est advenu de ces merveilleuses relations après la séparation. Bien après la dissolution du groupe, pendant les années qui ont suivi la dissolution définitive des Beatles en 1970, John Lennon a entretenu une relation cordiale avec Ringo Starr. En revanche, ses relations avec Paul McCartney et George Harrison sont plus compliquées. Au début, il est proche de Harrison. Mais après le départ de John Lennon pour les États-Unis en 1971, ils commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Lorsque Harrison est à New York pour sa tournée December Dark Horse en 1974, Lennon accepte de le rejoindre sur scène. Cependant, à la suite d'un désaccord sur le refus de Lennon de signer un accord qui dissoudrait officiellement le partenariat légal des Beatles, Lennon a finalement décidé de ne pas rejoindre Harrison sur scène. Lorsque Harrison rendit visite à John Lennon pendant les 5 années où il s'éloigna de l'industrie musicale, il déclara par la suite qu'il avait l'impression que Lennon essayait de lui parler.
mais que sa relation avec Ono l'en empêchait. En outre, Harrison a contrarié Lennon en 1980 lorsqu'il a publié son autobiographie intitulée I, Me, Mine. Dans une interview accordée à Playboy, Lennon a déclaré « J'ai été blessé par cette publication, par omission flagrante. L'impact que j'ai eu sur sa vie est totalement inexistant. Il se souvient de tous les guitaristes et saxophonistes qu'il a rencontrés dans les années qui ont suivi. Je n'apparais pas dans le livre. » En termes de sentiments, Lennon était le plus passionné par McCartney. Non seulement John Lennon l'a insulté avec les paroles de sa chanson « How Do You Sleep?», mais il s'est également opposé à lui par voie de presse pendant les 3 années qui ont suivi la séparation du groupe. Après un certain temps, les deux individus ont commencé à rétablir certains aspects de la forte connexion qu'ils avaient auparavant. En 1974, ils ont même rejoué de la musique ensemble avant de se séparer à nouveau. Lennon a déclaré qu'ils avaient regardé l'épisode de Saturday Night Live dans lequel Lorne Michaels offrait 3,000 $ pour persuader les Beatles de rejoindre l'émission lors de la dernière visite de McCartney en avril 1976. La visite de McCartney était la dernière fois qu'il voyait les Beatles. Selon Lennon, les deux individus avaient même envisagé de se rendre au studio pour faire une fausse apparition et tenter de toucher leur part de l'argent. Mais ils étaient trop épuisés pour envisager de le faire. Une interview réalisée 3 jours avant le décès de McCartney a permis à Lennon de résumer ses sentiments à l'égard de McCartney. Paul McCartney et Yoko Ono sont les 2 seules personnes avec lesquelles j'ai choisi de collaborer tout au long de ma carrière. Vous avez fait un bon choix. Lennon a toujours ressenti une compétition musicale avec McCartney, et il écoutait continuellement son travail. Cela s'ajoute au fait qu'il s'est éloigné de McCartney. Selon Fred Seaman, secrétaire de Lennon et Ono à l'époque, John Lennon était heureux de se détendre pendant son congé sabbatique professionnel, de 1965 jusqu'à peu de temps avant sa mort. Ce fut le cas tant que Paul McCartney continua à produire des choses que Lennon considérait comme de piètre qualité. C'est en 1980, année du retour de Lennon en studio, que McCartney publie Coming Up. C'est cette année-là que Lennon prend conscience de la situation. Il lui est impossible de ne pas entendre la musique dans ses pensées. Par une plainte humoristique, il exprime que cela le rend fou. Lorsqu'on lui a demandé la même année si le gang était un adversaire redouté ou le plus proche des amis, John Lennon a répondu qu'il n'était ni l'un ni l'autre et qu'il n'avait pas vu l'un d'entre eux depuis très longtemps. Il a également déclaré qu'il n'avait pas vu l'un d'entre eux depuis si longtemps. En outre, il a déclaré « Je les aime toujours ». Bien que les Beatles aient été dissous, John, Paul, George et Ringo continuent de se produire. Il y a un lien que John continue de brouiller, c'est la vérité sur la relation qu'il entretient avec Julius Lennon. Cela est vrai même si John a des relations distinctes avec ses anciens compagnons de groupe. Même si le couple n'est pas particulièrement ouvert sur sa relation, nous avons quelques interviews dans lesquelles Julian s'ouvre sur ses luttes et discute avec le monde des aspects de son éducation qui n'étaient pas très joyeux. Lors d'une conversation qui s'est déroulée à l'âge de 48 ans, Julius a révélé qu'il se demandait s'il devait ou non se marier ou avoir des enfants. Il a précisé la source de son opinion, qu'il a identifiée comme étant son père. Il a expliqué que John Lennon était un jeune homme qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait lorsqu'il a décidé d'avoir des enfants. C'était une erreur que Julian ne voulait pas voir se reproduire. Pour se préparer à assumer une tâche aussi importante, il souhaitait d'abord découvrir l'essence de ce qu'il était. Le fait même qu'ils aient fait cette révélation en dit long sur le lien qui les unissait. Or, des paroles d'une telle audace pousseraient n'importe qui à se demander ce qui s'est passé pour que le fils de Jean le déteste à ce point. Et elles inciteraient Julien à ne pas s'essayer à la parentalité de peur de ressembler à son père. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la dynamique au sein de leur famille afin d'en avoir une meilleure idée. La famille Lennon-Cynthia Powell et John Lennon étaient tous 2 étudiants au Liverpool College of Art en 1957, lorsqu'ils ont fait connaissance. Bien qu'elle étudie le design, Cynthia suit également des cours de lettrage, comme l'a fait John Lennon. Comme il n'apportait jamais de matériel de dessin, Lennon empruntait continuellement des stylos et des crayons à Powell. Powell finit par découvrir que la seule raison pour laquelle il était là était le refus des instructeurs précédents de l'éduquer. Une aura de respectabilité entourait Powell,
et elle se mêlait à des cercles sociaux différents de ceux de l'homme qui allait devenir son mari. Elle finit par se teindre les cheveux en blond après avoir appris que John Lennon était fasciné par l'actrice française Brigitte Bardot. Au départ, Powell s'inquiète de l'apparence et de l'attitude de Lennon, mais elle finit par dorer ses cheveux. C'est à l'automne 1958 que les deux hommes ont commencé à se fréquenter. Cependant, cette relation n'a pas été, dès le départ, une histoire de soleil et d'arc-en-ciel. La jalousie était un trait de caractère naturel chez John Lennon, et son obsession se manifestait souvent par des comportements violents. Après avoir observé la danse de Powell avec Stuart Sutcliffe, Powell s'est souvenu dans son livre intitulé John, publié en 2005, qu'il l'avait frappé. Ils se sont séparés pendant 3 mois après les excuses de John, puis se sont réconciliés et sont retournés ensemble. Cynthia a admis dans sa biographie que, bien qu'il ne l'ait plus jamais maltraitée physiquement, il pouvait encore se montrer cruel et brutal avec elle verbalement. Elle affirme qu'il n'a plus jamais été physiquement violent avec elle. Après un certain temps, John Lennon a fait remarquer qu'il n'avait jamais remis en question son attitude envers les femmes avant de rencontrer Yoko Ono. Il a déclaré que la chanson Getting Better des Beatles racontait l'histoire de ses luttes ou de celle de ses camarades de classe. À l'époque, j'étais une personne horrible avec ma petite amie et avec toutes les femmes en général. J'étais un cogneur. Je n'arrivais pas à articuler mes pensées, alors je frappais. Dans mes bagarres avec les hommes, je frappais aussi les femmes. C'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de parler de paix. Après que John a découvert que Cynthia portait un enfant, le couple s'est finalement marié le 23 août 1962. Le fait qu'ils soient mariés a toutefois été dissimulé au public par leur manager, Brian Epstein, qui craignait qu'un Beatle marié ne rebute le public. Le début de son mariage coïncide avec le début de la Beatlemania au Royaume-Uni. Le soir de son mariage, il se produit pour la première fois et, à partir de ce moment-là, il continue à le faire pratiquement tous les jours. Cynthia pense que le début de la dissolution de leur mariage est dû à la prise de LSD par John Lennon, qui lui a donné l'impression que John ne s'intéressait plus à elle. En 1967, alors que le groupe se rendait en train à Bangor, au pays de Galles, pour assister au séminaire sur la méditation transcendantale donné par Maharishi Yogi, un policier ne l'a pas reconnu et l'a empêché d'entrer dans le train. Au fil du temps, elle a réfléchi à la façon dont cet événement semblait être une métaphore de la dissolution de leur mariage. 1963 est l'année de la naissance de Julian. John venait d'avoir 23 ans lorsqu'il est né, et Cynthia venait d'en avoir 24. Mais à la fin des années 1960, John a épousé Yoko Ono, et Julian et Cynthia sont livrés à eux-mêmes. Plus tard, John épousera Yoko Ono et fondera une famille avec elle. Cynthia a été furieuse lorsque Lennon a mordu dans la pomme de son œuvre, Apple, et il lui a expliqué plus tard que cette femme essayait seulement d'obtenir des fonds pour son travail d'avant-garde, tout comme le mariage de sa mère Cynthia avec Lennon. La naissance de Julian a été cachée au public parce qu'Epstein pensait que le succès financier des Beatles serait compromis si cela se savait. Julian se souvient qu'une 40aine d'années plus tard, alors que j'étais un petit enfant vivant à Weybridge, je rentrais de l'école avec une aquarelle que j'avais réalisée. Un groupe de célébrités et une fille blonde que je connaissais de l'école étaient les seules personnes impliquées. En plus, papa disait « Qu'est-ce que c'est? » Ah, Lucy flotte dans le ciel avec des diamants, me suis-je exclamé. Bien que Lennon ait affirmé que ce titre était basé sur les lettres LSD, il l'a tout de même utilisé comme titre d'une chanson des Beatles. Julian se sentait plus proche de McCartney que de son père, et Lennon était distant de lui. Julian n'a jamais caché que le départ de son père l'avait dévasté, alors qu'il n'était qu'un petit garçon naïf et mal préparé au monde. Julian n'a jamais caché les sentiments intenses qu'il a éprouvés, enfante, après le départ de son père, notamment le fait qu'il avait l'impression que son père avait disparu de l'existence. Il a ajouté que sa mère et lui se sentaient ignorés en raison de la romance publique de son père John avec sa seconde femme, Yoko Ono. Cependant, il a également confirmé qu'on se souvenait toujours d'eux et a raconté comment Paul McCartney avait composé la chanson Hey Jules après les avoir contactés. Le titre de la chanson a ensuite été modifié pour devenir Hey Jude. Selon Lennon, cette chanson est sa meilleure œuvre.
Tout a commencé par une chanson dédiée à mon fils Julian. Hey Jude est devenu son nouveau surnom. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait de Yoko et moi, mais il a démenti cette hypothèse. Par la suite, Julian a avoué qu'il avait très peu communiqué avec son père. Après avoir gardé le silence pendant de nombreuses années, Cynthia a tenté de rétablir le lien entre eux en tant que père et fils. Les Irish Times rapportent que John a admis avoir planifié la naissance de son deuxième fils, contrairement à son premier fils, John, qui est né à la suite d'une consommation imprudente d'alcool. La différence essentielle est que Sean est un enfant planifié. Quand j'étais jeune, mon affection pour Julian est restée inébranlable. Aujourd'hui encore, il est mon fils. Il disait qu'il était né d'une bouteille d'alcool ou qu'il lui appartenait parce qu'il n'y avait pas de médicaments à l'époque. Cela montre non seulement ce que John pensait de la différence d'âge de 13 ans entre ses deux enfants, mais cela révèle aussi le côté de lui qui n'était pas particulièrement gentil, même s'il se présentait au monde comme quelqu'un qui prônait l'amour et la paix. En outre, Julian a exprimé son mécontentement à l'égard des prêches publiques de son père, déclarant qu'il n'a jamais connu l'amour et la sérénité dont son père a parlé. Dans une interview réalisée en 1938, il a qualifié son père d'hypocrite et a ajouté que John était peut-être quelqu'un qui parlait d'amour sur terre pour le monde, mais qu'il n'avait pas d'amour pour les gens dans sa vie. Après avoir vu quelques-unes des interviews dans lesquelles Julian a parlé de son passé, nous avons appris qu'il considérait John comme un mauvais père, et il n'est pas surprenant de comprendre pourquoi il pensait ainsi. Néanmoins, il est fascinant de constater que Julian ne nourrissait aucune animosité à l'égard de la seconde famille que son père avait eue. Julian a également mentionné qu'il s'entendait bien avec Sean Lennon, qui est le fils de Yoko Ono, même si Sean n'est peut-être pas aussi enthousiaste à l'idée d'entretenir leur relation actuellement. Même s'ils ne sont pas toujours d'accord, il respecte beaucoup Yoko Ono. Julian est excellent dans de nombreux domaines, notamment la photographie, la musique, le tournage de documentaires, la réalisation de films et les œuvres caritatives. Et il est évident qu'il a acquis certaines des qualités artistiques de son père. Cependant, ce qu'il n'a pas pu obtenir de son père, c'est son amour, sa compassion et du temps de qualité. Le fait est que, bien que le père de Julian ait pu jouer le rôle d'un ennemi dans la vie de son fils, John lui-même a eu beaucoup de défis et de combats à relever. Nous avons beaucoup parlé de toutes les tragédies qui se sont produites dans la vie de Julian, mais la tragédie, c'est que John avait lui aussi ses propres problèmes et ses propres batailles. Tout comme son enfant, le temps que John a passé dans ce monde n'a pas vraiment été rempli de joie et de contentement. Certains des troubles et des catastrophes qui se sont produits dans sa vie personnelle étaient le résultat d'un destin difficile, mais certains d'entre eux étaient aussi le résultat de ses actes irréfléchis. Sa vie personnelle était remplie à ras-bord de toutes sortes de désordres et de catastrophes. Examinons donc plus en détail les problèmes rencontrés par le célèbre musicien John Lennon. Les malheurs personnels de John Lennon, en raison de ses problèmes de toxicomanie. John Lennon a connu de grandes difficultés. De nombreuses personnes pensent que cela a non seulement eu un impact sur ses capacités vocales, mais a également joué un rôle important dans la dissolution des Beatles. En 1969, John souffre d'une grave dépendance à une drogue. À cette époque, la dépendance aux opiacés est mal comprise, et George Harrison, Paul McCartney et Ringo Starr ne peuvent que constater avec une profonde inquiétude que John Lennon et Yoko Ono en consomment ouvertement. Les trois individus étaient conscients que c'était quelque chose de bien plus dangereux que ce qu'ils étaient prêts à faire. John, qui avait passé la plupart de ses bons jours à travailler sans relâche pour amener le groupe vers de nouveaux sommets, était rempli d'une grande tristesse à la suite de la dissolution du groupe, qui s'est produite en ce qui a semblé être un rien de temps. Cette évolution n'a surpris personne. Il est physiquement impossible d'évoquer les malheurs que John a endurés tout au long de sa vie sans parler de la façon dont elle s'est achevée. Un musicien nommé John, âgé de 40 ans au moment de sa mort, a été brutalement assassiné par Mark David Chapman. Pire encore, ce n'était pas la première fois que ces deux-là se croisaient. Le jour de son assassinat, à 17 heures, un jeune admirateur d'une timidité inhabituelle l'aborde dans la rue.
Après une brève séance de photos avec John signant le CD, Ono et John quittent le Dakota pour se rendre à leur séance d'enregistrement à l'usine de disques. Cependant, le fan a ouvert le feu à 5 reprises sur John alors qu'il tenait le CD dédicacé, environ 6 heures après la fin de la séance. Verse 22-850. Le lendemain, Ono a publié une déclaration contestant l'idée d'organiser des funérailles pour John, concluant en affirmant que John aimait l'humanité et qu'il priait pour elle. Vous devriez donc l'aider. Après son incinération au cimetière Ferncliff de Hartsdale, New York, Ono a répandu ses cendres à Central Park, où le Memorial Strawberry Fields a été construit par la suite. Ignorant les conseils de son avocat, Chapman plaide coupable de meurtre au second degré et est condamné à la prison à vie sans possibilité de procès. John a souhaité réparer sa relation avec son fils dans la dernière interview qu'il a donnée avant de mourir. Mais il a été tragiquement tué avant que son rêve ne puisse se réaliser. Plus tard, Julian a reconnu qu'il n'avait pas pardonné à son père, malgré ses affirmations antérieures. Il a déclaré qu'il avait des sentiments contradictoires à l'égard de son père et que son pardon n'était que verbal. En outre, Julian a évoqué le fait que leur relation père-fils était sur le point de s'améliorer avant la mort tragique du père. Il a dit que John était dans une meilleure position et qu'il avait clairement indiqué qu'il voulait reprendre contact avec lui et la famille. Rétrospectivement, Julian a reconnu qu'il avait l'impression de mieux comprendre son père grâce à son travail. Julian a également révélé des souvenirs émouvants du temps que son père a passé avec lui après la mort de John. La maison de son enfance à Kenwood lui a rappelé des souvenirs chaleureux de la fin des années 1960, lorsqu'il a assisté innocemment à ce qu'il considère comme la disparition de certains des musiciens les plus légendaires de tous les temps. Julian a déclaré à un écrivain nommé Joshua David Stein que la maison de son enfance était le théâtre d'innombrables souvenirs joyeux. En outre, Julian a reconnu que lorsqu'il était petit, il pensait que son père était satisfait de sa famille, de leur maison et de sa position dans le monde. Il a trouvé choquant que tout change si brusquement. Qu'en pensez-vous? La relation entre Julius et son père était-elle irrémédiable? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.